Coucou tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des étapes clés pour se lancer dans l'entrepreneuriat créatif. Et pour ça, je retrouve Lorraine, qui est la fondatrice d'Alamano et qui va nous partager son savoir sur la question. Coucou Lorraine. Salut, salut, je suis très contente. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Avant qu'on attaque le vif du sujet, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un petit peu, nous parler de ton parcours dans l'accompagnement justement des créatrices? Oui, donc je suis Lorraine Monga, la fondatrice d'Alamano. Alamano, c'est un projet qui a maintenant 3 ans et demi, là au moment de la vidéo. Donc ça a été créé en 2020. Et l'objectif en fait de ce projet, c'est vraiment d'accompagner les créateurs, de les aider à se lancer et à grandir aussi dans l'entrepreneuriat créatif. Donc à la fois prendre confiance, à développer leurs compétences. Et on va en fait proposer plusieurs éléments autour de cette expérience-là et de cette aventure-là. La première chose, c'est le Club Alamano, qui est une communauté pour les créateurs qui souhaitent à la fois se former et aussi s'entourer d'autres créateurs pour évoluer dans l'entrepreneuriat créatif. Et on a aussi des programmes d'accompagnement, on en a deux. Un programme d'accompagnement pour créer sa boutique en ligne et se lancer dans l'entrepreneuriat via la vente en ligne à travers l'envol digital. Et Vitesse Lumière, qui est un programme pour les créateurs plus avancés, où là, on va aider les créateurs qui ont déjà une boutique en ligne à booster leur vente à travers d'autres outils que les réseaux sociaux. Parfait. Du coup, tu connais bien le sujet. Oui, c'est mon quotidien. Est-ce que, du coup, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner quelques clés et quelques conseils pour bien définir son projet, du coup, puisqu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat, qu'il soit créatif ou autre, au pied levé. Donc, est-ce que tu as des conseils à nous partager déjà pour bien se lancer? Ouais, c'est une étape qui est vraiment importante parce que, en fait, là où pour moi c'est le plus important, c'est que ça va quand même faire partie du quotidien de la personne qui se lance dans ce projet-là. Bien entendu, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, ça demande quand même de l'énergie, de l'investissement. Donc forcément, il faut quand même bien choisir son projet parce qu'on va en manger tous les jours, quoi, de ce projet. Donc c'est hyper important. C'est important pour soi, donc c'est important pour prendre du plaisir avec son projet. C'est important parce que ça demande beaucoup d'énergie au quotidien, donc c'est important de faire quelque chose qu'on aime et d'être aussi aligné à ses actions, de vraiment choisir un projet qui, en termes de valeur, en termes de canaux de vente, de promotion qui sont choisis, on est aligné à ce qu'on fait et on aime être sur tel ou tel canal de promotion ou de vente parce que ça nous correspond. Donc choisir son projet, c'est à la fois choisir son idée de base. Et donc, pour ça, il faut bien identifier quelles sont nos passions autour de l'artisanat, là où on prend le plus de plaisir à créer, tourner vers la passion, mais aussi par rapport à son profil, en fait, quels vont être les bons canaux de vente et de promotion qu'on va pouvoir choisir. Et pour ça, c'est se poser la question, notamment, est-ce que je préfère l'écrit ou est-ce que je préfère plutôt l'oral? Est-ce que je suis à l'aise de montrer ma tête ou pas? Est-ce que je suis à l'aise d'être en vente directe avec mon client ou pas? Ou je suis plutôt dans la team introvertie et dans ces cas-là, peut-être que la vente en ligne va plus me correspondre. En fait, c'est faire l'état des lieux un petit peu sur son profil pour pouvoir identifier quel est le canal de vente et de promotion qui va le plus nous correspondre. Parce qu'il n'y a pas de règles dans l'entrepreneuriat. On choisit avant tout aussi ce qui nous correspond. C'est de cette façon-là aussi qu'on va réussir à tourner ses actions vers des actions qui sont performantes parce qu'on prend du plaisir à ce qu'on fait. Donc ça, c'est super important de choisir quelque chose qui nous fait plaisir et dans lequel on se sent à l'aise. Et aussi, pourquoi c'est important pour son projet de bien choisir son idée, c'est que derrière, on pense à la viabilité de son projet. Il faut que cette idée-là, au-delà du fait qu'elle nous plaise et qu'elle soit liée à notre passion, peut-être pas peut-être, sans aucun doute, qu'elle réponde à un certain besoin ou un désir de nos prospects. Donc, à un moment donné, ça va être de se dire, j'ai une idée, mais je vais aller la confronter justement au marché et identifier que cette idée-là, elle peut avoir un certain attrait auprès de nos clients. Donc ça, c'est vraiment les deux parties hyper importantes. Et enfin, d'identifier aussi que c'est bien adapté par rapport à nos compétences. Et si on n'a pas les compétences à l'heure actuelle, je ne sais pas, sur la vente en ligne, sur la vente en marché, d'avoir la curiosité, d'avoir envie de développer ses compétences sur un domaine spécifique qu'on va cibler en fait en termes de projet. Carrément. Bah oui. Et justement, tu as commencé à nous parler du marché.
Je sais que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on nous parle beaucoup d'études de marché notamment. Est-ce que tu as des conseils en fait et sur justement comment faire cette étude de marché et comment la confronter un petit peu notre future activité à celle de nos concurrents et aux besoins de nos clients potentiels? Ouais. La première chose qui est très très importante, c'est d'aller à la rencontre de sa clientèle. En fait, pour moi, l'étude de marché, il y a trois grosses parties. Il y a l'étude de la clientèle potentielle qu'on va avoir, il y a l'étude des concurrents et il y a l'étude du marché d'un point de vue réglementation et tout ce qui nous entoure dans notre écosystème d'entrepreneurs. Sur la partie des clients, là, l'enjeu, quand on commence, c'est d'aller à la rencontre de ses clients. C'est-à-dire qu'on va aller confronter son idée justement à ses clients potentiels parce qu'on n'en a pas au départ. Mais typiquement, c'est à ce moment-là qu'on va aller faire des marchés d'artisanat, qu'on va essayer d'écouter vraiment ce que les gens disent autour de nos créations, qu'on va rectifier du coup en fonction de ce que les gens disent, qu'on va poser beaucoup de questions aux gens pour essayer d'identifier quels sont leurs besoins et leurs désirs. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que même si tu t'apprêtes à faire de la vente en ligne, en fait, fais des premiers marchés parce que ça va vraiment te permettre de confronter tes idées et d'aller sur le terrain et de comprendre quels sont les besoins de tes clients. Aussi, d'analyser en effet ta concurrence. Alors, j'aime pas trop parler de concurrence, mais des gens, des créateurs qui t'entourent, des créateurs qui marchent aussi dans le domaine que tu vises. Si tu as une idée que tu souhaites peut-être aller sur la spécialité des bijoux en macramé, c'est d'aller identifier un petit peu quels sont les créateurs qui font ce type de produit-là et d'aller comprendre leur système de vente, la façon dont ils communiquent, quel type de produit fonctionne chez eux, de vraiment identifier en fait qu'est-ce qui compose leur succès, qu'est-ce qui détermine leur succès et donc de t'en inspirer toi tout en bien entendu essayant d'identifier comment tu peux te différencier par rapport aux concurrents. Et la dernière chose, c'est l'identification de ton marché. Donc, c'est d'aller comprendre quelles sont les réglementations, quels sont tous les éléments qui constituent ton écosystème, comme je te disais. Typiquement, est-ce que tu as des normes, est-ce que tu as des certifications que tu dois avoir, est-ce que tu dois faire des tests en laboratoire par rapport à ton activité? Quelles sont tes obligations en tant qu'entrepreneur aussi, selon le statut d'entreprise que tu vas choisir? Tous ces éléments-là, ça constitue l'étude de marché et ça t'évite de faire des erreurs dès le départ, en fait, dans ton activité, des oublis et de bien t'orienter en fait. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on oublie un peu, mais il y a quand même beaucoup d'activités artisanales qui sont quand même assez réglementées. Je pense notamment à tout ce qui est création pour enfants, tout ce qui Oui. est produits d'hygiène et de beauté comme les Oui. vêtements, les choses comme ça. Et j'imagine aussi tout ce qui est alimentaire, bien sûr. Et je pense Oui. qu'il doit y en avoir d'autres. Mm. Oui, Donc, oui, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps de le faire dès le départ. Encore une fois, c'est parce que c'est normal de faire des erreurs dans l'entrepreneuriat, ça, il n'y a aucun souci. ouais. Mais que ce soit à la fois sur tes obligations liées à ton statut d'entreprise ou à la fois tous ces éléments que tu devrais faire parce que ton activité le requiert, ça va t'éviter de faire des erreurs pour le coup qui peuvent être plus importantes quoi, et qui auraient pu être vraiment évitées dès le départ. Oui, oui, on est d'accord. Ouais. C'est clair qu'il y a, c'est normal de toute façon, c'est aussi comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs. Mais il y a des erreurs qui sont plus graves que d'autres. Et c'est vrai que les erreurs de statut, de mauvaise gestion grave, ou de carrément d'être dans l'illégalité sans le savoir, comme là on parle des obligations réglementaires suite à son activité, mais ça peut être aussi, bon, même si j'anticipe un peu sur les questions, sur les CGV par exemple, des choses comme ça, enfin, c'est des trucs qui peuvent vraiment coûter Oui, très cher, quoi. Donc, oui, c'est c'est des ça. choses où il vaut mieux investir un petit peu de temps, voire même un peu de budget dès le départ et être sûr d'avoir bien tout carré, quoi. Ouais, et d'ailleurs, par rapport au temps, je pense qu'il y a une notion qui est super importante, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est hyper tenté de mettre la main à la pâte directement, en fait. Ça nous rassure de mettre la main à la pâte parce que peut-être qu'on a notre pression de l'entourage qui nous dit alors, quand est-ce que ça sort ton projet? Il y a peut-être aussi une pression qu'on se met. Ce temps de prise de recul et d'analyse est extrêmement important pour faire les choses bien par la suite. Donc, surtout, pas de culpabilité, ça fait partie du temps de développement d'une entreprise que de se poser et de faire cette analyse avant de vraiment se lancer en mode opérationnel. Bah ouais, carrément, ouais. C'est vrai que moi, je me rappelle quand je me suis lancée, même si c'était pas l'entrepreneuriat créatif, mais c'est vrai qu'on peaufine ses trucs, on sort son site et tout, on peut tendance à Ouais, vouloir créer sa collection, tout sur ça. le Et go. en fait, personne nous connaît, personne sait qu'on existe et on lance son site et évidemment qu'on n'a pas de vente. Et là, c'est là, j'ai fait tout ça pour rien et on a envie de renoncer avant même d'avoir commencé, alors qu'en fait, Ouais. c'est pas ça, créer une entreprise. Euh, et c'est vrai que malheureusement, faut garder en tête quand on se lance dans l'entrepreneuriat créatif que la création, c'est un tout petit pourcentage en fait de tous les aspects de l'entrepreneuriat qu'on va devoir gérer au Exactement. quotidien, ouais. Exactement.
Et justement, puisque on est d'accord que le nerf de la guerre, c'est quand même de vendre ses créations, de faire du chiffre d'affaires. Justement, mais quand on arrive, on est nulle part pour l'instant, comment on choisit les canaux justement sur lesquels communiquer, où c'est, comment on décide ça y est, de se lancer et de se faire connaître? Pour moi, le plus important, et vraiment, j'aimerais bien qu'on se batte tous pour faire rentrer cette notion dès le départ, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est que déjà, il n'y a pas de règles. Il n'y a Ouais. pas un meilleur canal que l'autre. Par contre, ce qui est extrêmement important, et je te le disais au départ, c'est qu'il est très important, primordial de choisir ton canal de promotion et de vente en fonction de ton profil. Profil, par exemple, si tu es plutôt introverti, il y a peut-être un canal qui est la vente en ligne qui va plus te correspondre par rapport à ta localisation aussi. Je te donne un exemple, si tu es amené à déménager souvent parce que tu as un conjoint, peut-être qu'il y a une activité qui bouge, peut-être qu'il faut réfléchir ton activité, ton canal de vente aussi en fonction de ça. Donc, c'est vraiment en fonction de ton profil. C'est super important que tu puisses identifier qu'est-ce qui est pour toi la meilleure solution. Pour la communication, c'est pareil. Choisir ton réseau social, ton mode de communication en fonction de ce que tu aimes. Si toi, ton énorme kiff, c'est de faire des photos, tu as plutôt un axe à aller chercher sur tel réseau social et peut-être ce réseau social plus que l'autre. Si toi, c'est plutôt l'écrit, tu as peut-être à aller chercher dans un autre réseau social ou un autre mode de communication. Si tu aimes te montrer, il y a plus un axe de communication qui va te satisfaire que l'autre. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour aller choisir efficacement ton canal de communication et de vente. Et pourquoi? Parce que les gens vont le ressentir. En fait, si tu fais quelque chose par obligation, parce que tu vois les autres le faire et que du coup, tu te sens obligé de le faire, ça va se ressentir dans l'efficacité de ta communication et de la vente de tes créations. Donc, avant tout, définis quelque chose qui te convient à toi et ensuite, tu arriveras à mettre encore plus de moyens justement sur ta façon de promouvoir tes créations. Ce sera beaucoup plus en phase, beaucoup plus aligné par rapport à qui tu es. Et puis, un point qui est super important, c'est que pour commencer, je te recommande de t'axer uniquement sur un canal à la fois. Donc, un canal de promotion, un canal de vente, de ne pas multiplier, de pas disperser tes efforts sur plusieurs canaux à la fois. Le but, c'est que tu te fasses la main sur ton canal, que tu puisses apprendre, monter en compétence sur ce canal-là avant d'aller te diversifier. C'est très, très important. C'est une règle vraiment primordiale dès le départ. Et ensuite, tu pourras élargir ton spectre par la suite, en fait. Tout à fait possible par la suite quand tu vois que ça fait un an que tu es sur Instagram, que tu es sur ton canal de vente principal, tu peux par la suite l'élargir parce que tu as plus de temps, tu vas avoir plus de temps et que tes compétences sont déjà développées sur ce premier canal que tu as eu. Bah ouais, clairement, c'est normal aussi au début. On passe des heures à créer de la communication sur Instagram, à faire ses photos, à faire Ouais, éventuellement des vidéos et tout. Et puis au bout d'un moment, ça devient tellement une routine que ça va beaucoup plus vite. Et donc à ce moment-là, on exactement. se dit peut-être aller faire un autre truc et sans compter les autres aspects de notre entreprise, comme la création ou d'autres choses comme de l'administratif ou de la compta, enfin n'importe quels aspects en fait avec l'expérience, on va beaucoup plus vite pour tout. Donc on peut commencer Ouais, à rajouter des choses et aussi au fur et à mesure qu'on rend du chiffre d'affaires, on peut même pourquoi pas envisager de déléguer certaines choses. Donc délégué. et Exactement. voilà, bon, c'est pas l'étape de cette vidéo, mais en tout cas, c'est sûr que la délégation, ça achète du temps. Oui, c'est clair. Mm. Et justement, du coup, parce que là, on est toujours à l'étape de se lancer. Donc, une fois qu'on a défini son canal sur lequel on est à l'aise et où on se sent, où on va pouvoir communiquer de manière régulière, et de préférence celui où il y a aussi notre client potentiel, qu'est-ce que tu conseilles du coup pour bâtir sa communauté et créer du coup vraiment son univers de marque? Par rapport à ça, du coup, il va y avoir deux étapes dans ce que tu dis. Il y a la création de la marque et il y a le fait de bâtir sa communauté. Ouais. Créer sa marque, c'est la partie, je pense, qui est la plus intéressante pour les créateurs. C'est celle où on passe en mode opérationnel. Ça implique le fait de choisir ton nom de marque, le fait de faire ton logo, le fait de faire ta charte graphique, de définir ton univers photographique, de faire ton pitch. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments que tu vas faire à partir du moment où tu as bien choisi ton idée, où tu as bien été à la rencontre de tes clients, où tu as fait ton étude de marché. Surtout, ne fais pas l'inverse parce qu'il y a sans doute des réponses que tu vas avoir à travers ton étude de marché qui vont justement t'alimenter pour ta création de ta marque. Là, les maîtres mots, c'est cohérence, simplicité, clarté. Et je ne peux pas dire plus que ça, en fait, c'est tellement important, tous ces éléments-là. La créativité, elle va se ressentir dans tes créations
mais vraiment que ce soit sur ton nom de marque ou à la fois sur ta charte graphique, sur ton univers photographique, reste simple et professionnel. Pour la communauté, c'est à ce stade-là, quand tu crées ta marque, qu'on recommande aussi de commencer à bâtir ta communauté. Donc, moi, j'entends souvent des créateurs me dire, mais par exemple, j'ai pas de produit pour l'instant, j'ai pas de site internet, j'ai pas de moyen d'aller vendre mes créations. Je vais pas, quand même pas aller sur les réseaux sociaux. Si. En fait, c'est ce qu'on appelle une stratégie de lancement inversée, c'est-à-dire que tu veux justement faire grossir ta communauté, avoir des gens qui te regardent, qui sont engagés, qui sont intéressés potentiellement par ce que tu fais, avant de vendre tes créations. Parce que ce que tu veux, c'est que le jour, par exemple, où tu sors ta boutique en ligne, où tu annonces que tu es dans telle boutique de créateur ou autre, mais tu as des gens en face de toi qui sont potentiellement intéressés par tes créations. Il n'y a rien de pire, je pense, que d'être en face de personnes parce qu'on n'a pas bâti de communauté et que du coup, tous ces efforts qu'on a bâtis autour de sa création d'une boutique en ligne, par exemple, bah, ils se retrouvent amoindris parce qu'on n'a personne en face de nous. Donc, bâtir ta communauté, c'est vraiment commencer à trouver ton réseau social, notamment sur lequel tu vas pouvoir faire grossir ta communauté, leur partager tes nouveautés, leur partager tes coulisses un petit peu d'atelier. Et le moment où tu seras prête pour aller communiquer sur ton canal de vente, tu le feras. Bah ouais, carrément, ouais. Parce que d'ailleurs, moi, je l'ai vécu hein, il y a 6 ans. Je me suis lancée alors que j'avais pas de communauté. Personne ne savait que j'étais en train de bosser dans mon petit coin sur mon projet entrepreneurial et c'était une grosse douche froide. Et franchement, je Ouais, souhaite vraiment de livrer ça à personne. C'est très, très dur. Mon gros moment solitude. Alors que oui, c'est possible. Et justement, d'ailleurs, de co-créer cette collection avec les personnes qui commencent à nous suivre. Oui. Même s'il n'y a pas grand monde, hein, franchement, je veux dire, parce qu'au début, on dit toujours, ouais, genre j'ai 50, 100 abonnés, c'est rien. Euh, Mets-les dans une pièce, tu vas voir si c'est rien. Ça fait Mais beaucoup de bien sûr. personnes en vrai, hein, c'est sûr que. Et puis, encore une fois, comme un truc qu'on dit beaucoup, si tu sais pas vendre à 100 personnes, tu sauras pas vendre à 1000 personnes ni à 10 000 en fait. Donc, ben, on commence petit et puis justement, l'avantage, c'est qu'on peut se permettre de faire des erreurs tant qu'on n'a pas trop grand monde qui nous suit. Surtout en plus quand les gens sont indulgents, quand ils sont là depuis les débuts et tout. Enfin, c'est des personnes qui sont vraiment impliquées dans notre projet entrepreneurial aussi et du coup qui nous voient évoluer. Et je pense que ça ne peut pas être négatif, même si on fait des erreurs. Bien sûr, c'est clair. De toute façon, on voit toujours, tu sais, en instant T, là, tu vas le regarder, par exemple, quand tu vas faire ton étude de marché, tu vas voir tes concurrents qui ont réussi, tu vas voir leur communauté, tu vas te dire, mais du coup, bah, si ça se peut, moi, je vive le même succès très rapide. Mm. La réalité, c'est qu'en fait, ça prend du temps et tant mieux. En fait, ce temps-là, il joue en notre faveur parce que c'est la possibilité d'exercer des choses, de faire grossir sa communauté. Ça vient pas d'un jour à l'autre le succès. Ouais. Encore heureux, moi je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que bah, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, faut aimer aussi ce goût de l'évolution, aimer ce goût un petit peu de la galère parfois Ouais. aussi. Ça fait partie du jeu, je veux dire, ça fait partie du jeu. Et le fait que tu puisses évoluer, le fait que ça vienne pas d'un coup ce succès, ça fait que tu vas voir les choses venir et que tu vas pouvoir rectifier et que vraiment tu vas pouvoir tester tes techniques petit à petit sur une de plus en plus grosse communauté. Bah oui. Et d'ailleurs, j'en profite quand tu as dit, il faut du temps pour réussir du jour au lendemain. C'est vrai que j'en ai beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qui, comme ça, on a l'impression qu'ils sont arrivés du jour au lendemain et qui a cartonné, Ouais, alors que derrière, ça fait 10 ans qu'ils bossent dans l'ombre, en fait. bien sûr. Et si c'est ton premier projet entrepreneurial, c'est normal que tu réussisses pas en 6 mois ni en un an, parce que tu vas faire Bien plein sûr. d'erreurs que des personnes qui ont peut-être ont commencé en même temps que toi, mais c'est déjà leur deuxième boîte, et ben ils vont pas faire, tu vois. Même si c'est la deuxième boîte, il va y avoir des erreurs qui vont être faites aussi. C'est normal parce que c'est pas forcément le même marché. Donc, en fait, ça fait partie de l'aventure. Et très honnêtement, moi, je vais te dire un truc. J'ai développé, je pense, un goût à me planter. Je trouve ça bon parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la Ouais. meilleure façon d'apprendre. C'est le terrain. Ben c'est ça, c'est ce qu'on dit, hein. Je sais que c'est bon, ça fait un peu citation toute faite, mais c'est ça. Soit tu réussis, soit tu apprends, quoi. Il n'y a pas d'échec. Ouais, Enfin, exactement. enfin, je veux dire, non, mais c'est con, mais ça fait un peu truc de développement personnel Oui, on est machin. Mais, d'accord. mais en On fait, va... et c'est que c'est aussi très français ce rapport à l'échec qui est un peu genre, ouh là là, c'est nul, c'est raté. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est sain. Et enfin, toute personne ne réussit jamais rien du premier coup, quoi. Exactement. Enfin, ou alors Exactement. c'est un coup de chance, quoi. Comme on Ouais. dit, la chance du débutant. Exactement, c'est ça. Il y a un facteur de chance aussi que tu ne maîtrises pas. Bah ouais. Par le principe que l'entrepreneuriat, c'est quand même pas quelque chose de facile, il faut que tu sois au courant aussi. C'est un énorme plaisir, c'est un énorme kiff,
mais c'est une aventure qui va te demander quand même un petit peu d'effort et c'est normal, surtout au départ. Et il faut vraiment que tu en aies conscience, quoi. Casser directement le mythe du créateur qui réussit très vite, parce que ça fait vraiment mal aux créateurs qui se lancent, en fait. Ouais. En termes de confiance, en termes d'attente envers eux-mêmes, même les autres, je veux dire, même son entourage, peut-être que, enfin, ça fait mal ce mythe-là. Donc, soyons conscients du fait que ça prend du temps et c'est normal. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bonne pour ce que tu fais. C'est juste normal. Ouais, ça nous amène un peu à notre dernière question, qui est une question un peu plus mindset, parce que Oui. l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, tu viens de le dire, et c'est OK. Et voilà, c'est pas juste la réussite qu'on peut voir des fois sur les réseaux comme ça. Il y a des galères, faut être prêt à l'accepter, il y a des échecs. Et du coup, quelle est pour toi, du coup, la bonne attitude, en fait, pour se lancer avec l'attitude qui va faire que même si on a des embûches, on va réussir quand même, et qu'on va pas se décourager. C'est sans doute fait pour tout le monde, mais par contre, on ne fait pas forcément le choix de le faire parce que c'est peut-être pas adapté à nos attentes, en fait. Ouais, Et il y a des règles, quelque part, du jeu un petit peu qu'il faut accepter dès le départ, et c'est peut-être ça, c'est vraiment les attitudes qui font que ça peut fonctionner pour toi. La patience, déjà. Si au bout de 2 mois, tu es déjà impatiente parce que tu te dis qu'il n'y a pas de résultat, ça fait partie de l'aventure, en fait. Ça prend pas le même temps pour tout le monde, donc surtout pas se comparer par rapport aux autres, mais être patient, c'est vraiment la première chose, la première attitude à adopter parce que c'est ce qui va te permettre de garder cette énergie, ce mouvement, cette flamme pour ton projet et d'être conciliante envers toi-même, d'accepter que c'est normal. De se remettre en question aussi, super important. De vraiment avoir cette capacité d'être à l'écoute à la fois des conseils qu'on peut te donner, mais attention aussi à ça. Enfin, je nuance un petit peu. Les conseils Pas des tous les personnes qui savent conseils. mieux, mais pas de tous les proches qui ont un petit mot à Exactement. dire sur la question. On n'en veut pas de ça. Attention aux injonctions aussi qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Attention au il faut. Attention à tous ces éléments-là. C'est quand je dis la remise en question, c'est être capable de se dire qu'on s'est planté, être capable de se dire qu'on n'a peut-être pas choisi la bonne offre, être capable de reformuler, de refaire les choses de la meilleure façon, parce que c'est ça. En fait, l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle le test and learn, c'est-à-dire que tu vas tester des choses et tu vas apprendre. Si tu n'as pas cette capacité de remise en question, c'est bien dommage parce que tu vas jamais apprendre de ce que tu fais. Donc ça, c'est très important. L'objectivité aussi dans la mesure du possible, on est souvent, comme on est seul avec soi-même dans son atelier, on peut faire preuve de subjectivité envers son projet et c'est bien normal puisqu'on n'a que notre point de vue à nous. Donc c'est vraiment important de pouvoir toujours garder un œil objectif sur ce qu'on fait et pour ça, la meilleure des façons, c'est de s'entourer d'un cercle de créateurs, de personnes autour de soi qui peuvent du coup nous donner des pistes pour mieux avancer et pour faire les choses bien. La résilience, la persévérance qui est liée à la patience, mais persévérer, être résilient, c'est vraiment tester des choses. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Je vais recommencer peut-être d'une autre façon et peut-être que cette fois-ci ça fonctionnera. Encore une fois, il faut prendre un certain goût à se planter. Ça fait partie de l'aventure et c'est comme ça qu'on devient plus compétent. Toujours faire ses actions avec le plaisir. Ça, pour moi, c'est le leitmotiv, c'est le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, l'action, il y a de fortes chances qu'elle ne va pas donner les résultats que tu souhaites. Donc, toujours trouver cet alignement avec le plaisir. Et enfin, je dirais 2 points importants. Principe de responsabilité à 100%, c'est-à-dire que tu es responsable de tes résultats. Il y a le contexte extérieur, bien entendu, il y a le contexte de crise, etc. Mais si tu n'as pas de résultats, c'est prendre conscience que c'est quand même toi qui es responsable majoritairement de ce que tu fais, de tes actions, donc de ton succès futur. Et enfin, toujours prendre cette casquette de chef d'entreprise avant d'être opérationnel, comme on en a parlé au départ. Ouais. Savoir prendre du recul, faire un pas de côté sur son activité, analyser, prendre des décisions avant de se mettre en action. Carrément. Eh ben, merci Lorraine, c'était hyper intéressant. Franchement, c'est même quand on est entrepreneur depuis longtemps, ça fait du bien de se rappeler des fois ces choses-là et de pas toujours être la tête dans le guidon parce que moi, c'est vrai que je suis en ce moment, je suis de la tête dans le guidon, mais je me rappelle que des fois, il faut prendre de la hauteur aussi et avoir un point de vue objectif sur tout ça. Et ouais, clairement, ouais. C'est pas facile, mais ça vaut tellement le coup. Et franchement, ben, si vous suivez tous ces conseils et que vous décidez de vous lancer dans la voiture d'entrepreneuriat, ben, vous êtes parti pour un super voyage. C'est clair, c'est une Ouais. magnifique aventure.
Clairement, ouais. Et d'ailleurs, du coup, avant qu'on se quitte, Lorraine, est-ce que tu aurais déjà un dernier petit conseil à nous donner pour si jamais certains nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui viennent juste de se lancer et qui ont encore besoin d'un peu de clarté? Ne jamais rester seul. Mmh. Jamais, jamais. Ouais. On va avoir des phases où on va vouloir être plus avec soi-même, mais dans tous les cas, le fil conducteur, ça reste d'avoir autour de soi un cercle d'entrepreneurs qui nous fait du bien, qui nous motive, des gens qui sont bienveillants, qui nous portent vers le haut, qui nous apportent de l'objectivité pour qu'on sorte un petit peu aussi de notre quotidien et notre point de vue à nous. C'est extrêmement important pour avoir de nouvelles idées, donc ne jamais rester seul. Je pense que c'est le conseil que tout le monde devrait prendre en compte dès le départ, en fait, dans l'aventure pour évoluer encore plus rapidement. Je suis 100% d'accord avec toi. Franchement, c'est ce qu'on dit toujours, déjà seul on va plus vite parfois, mais ensemble on va plus loin. Et surtout, bah, en fait, on se rend compte que toutes les galères qu'on a et qui nous semblent insurmontables, en fait, c'est normal, on les a toutes et on les Exactement. surmonte tous à un moment donné. Donc voilà, c'est OK. Et qu'on est dans le même bateau. Et en plus, ça permet d'avoir aussi un point de vue neuf sur ce qui nous arrive. Et des fois, c'est pas si dramatique que ça en a l'air, mais Bien forcément, sûr. quand Mais on il faut dessus, bien ça peut entendu prendre prendre de des... la hauteur et entendre Ouais. les autres pour le comprendre. Donc, c'est pour moi le point numéro un, en fait. Eh ben, merci pour tout, Lorraine. Merci pour cette Avec entrevue. grand plaisir. Du coup, si jamais on souhaite te retrouver, on peut aller te retrouver sur Instagram, c'est ça? Et du coup, si jamais tu as d'autres réseaux, tu veux nous présenter quelque chose pour lequel on peut te retrouver, tu nous dis. Ouais, bien sûr. Du coup, sur Instagram, donc alamano.academy. Si possible, on mettra aussi le lien Oui, on de mettra la tous les newsletter liens ouais, dans la Alamano. description. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent aussi, on peut offrir une petite 4 jours d'essai sur notre communauté pour que vous voyez que du coup, c'est tellement important aussi de s'entourer et d'être auprès d'autres créateurs. Donc voilà, c'est là où on peut me retrouver. Carrément. Et ben, merci pour tout, Lorraine. Et puis, à très vite. Merci beaucoup, Émilie. J'espère que cette interview vous a plu. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos. À très vite.